Ce que je sais faire, j'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Déjà avec nous dans ce studio, l'auteur Roger Mfonding. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir à tous vos auditeurs aussi. Vous êtes conseiller conjugal, coordonnateur du ministère Famille à Cœur. Vous êtes auteur de plusieurs ressources sur le mariage et la vie de couple. Vous êtes un blogueur, animateur radio-télé, conférencier dans les thématiques liées au mariage. Alors, voilà autant de casquettes, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous vous intéressez à la famille. Oui, tout à fait. Je suis un produit du conseil conjugal. Je me suis marié avec ma camarade de classe. On a cheminé ensemble. On pensait que le mariage allait être extraordinaire. Et puis on a connu les premières difficultés liées à l'ignorance, liées au manque de formation. Et donc ça m'a amené à rencontrer des formateurs. J'ai appris. Et je me suis mis à former aussi. C'est comme ça que j'arrive à la formation. Et je me rends compte que mes amis, tous ceux qui étaient proches de moi, n'avaient pas les mêmes capacités que moi. Et en travaillant avec eux, je me rends compte qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a encore beaucoup d'ignorance au sujet du mariage. Et c'est pour ça que je me mets à écrire pour atteindre le plus grand nombre. Vous êtes marié avec votre camarade de classe. Oui. Alors ça, c'est pas donné. Et vous avez compris que le mariage, c'est toute une école. Oui, même jusqu'à présent, j'apprends beaucoup. Mes livres sont le fruit de non seulement ce qu'on m'a enseigné, mais ce que je vis aussi au quotidien. Parce qu'il y a des choses que je ne peux comprendre que parce que je les ai vécues. Et des choses que je refute aussi parce que je vis autrement ce qu'on raconte, quoi. Et j'apprends aussi à savoir que chaque mariage est spécifique. Le mien est forcément différent du tien ou de celui de quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Il faut dire qu'avant de s'embarquer dans cette grande aventure pour la vie, il faut savoir comment tailler le profil du futur conjoint. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres assez intéressant qui permet de mettre ceux qui souhaitent plus tard se retrouver dans un mariage, de savoir qu'il y a des préalables quand même. Oui, il y a des préalables. Et l'idée du livre, c'est d'amener les gens à épouser la personne qu'ils veulent épouser. C'est ça un peu l'idée du livre. Et derrière cette idée-là, il y a la réponse à la question qui est-ce que je vais épouser? Est-ce que ce sera une bonne personne? Est-ce que ce sera une mauvaise personne? Est-ce que je vais m'épanouir avec lui? Et donc c'est dans ce but-là que j'ai mis en place ce document. Beaucoup de jeunes qui veulent postuler au mariage aujourd'hui s'attendent à ce que la providence leur apporte le bon conjoint. Ils s'attendent à ce que par chance, ils fassent la rencontre d'un conjoint qui va les épanouir. Mais le livre vient à l'encontre de cette idée-là et amène la personne à développer elle-même les capacités qui lui permettent de faire la bonne rencontre. Déjà, le livre nous fait savoir qu'il faut sortir d'abord la meilleure version de soi-même avant d'exiger plus tard un certain nombre de qualités venant de l'autre. Oui, c'est très malhonnête de s'attendre à épouser quelqu'un d'extraordinaire quand on est soi-même quelqu'un d'ordinaire. Oui, c'est pas très honnête. Et beaucoup de jeunes qui veulent se marier aujourd'hui veulent la meilleure personne et ne travaillent pas elles-mêmes à être la meilleure personne. Et je dis aux jeunes qui veulent se marier, sois un choix si tu veux faire un choix. Sois d'abord toi-même un choix. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prie dans son coin en disant j'aimerais épouser tel. Et à ce moment-là, tu es aussi capable de faire un bon choix, quoi. Oui. Avant de choisir ou bien de tailler son profil, il faut travailler sur soi-même. Il y a plusieurs aspects de la personnalité qu'il faut forger. Et cela se fait avec d'abord la prise de conscience de certaines lacunes qu'on peut posséder. Oui, il faut que le jeune soit capable de s'évaluer de manière sincère et objective. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes capacités, mes incapacités. Et cette évaluation-là doit aussi s'approcher de la vision que j'ai du mariage que je vais faire. C'est-à-dire, si je vais épouser un directeur général, il faut que je me pose la question de savoir
est-ce que mes capacités aujourd'hui m'autorisent d'être l'épouse d'un directeur général? Qu'est-ce que je dois travailler pour être à la hauteur de ce genre de personnes, pour qu'ils puissent me voir? Parce que l'une des vérités qu'il faut dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les gens se marient entre eux. Les gens se marient entre eux. Il n'y a personne qui tombe comme ça par hasard et épouse n'importe qui. En fait, la future épouse d'un DG a le profil pour être l'épouse d'un DG. Et vous allez voir que dans vos milieux, vous rencontrez des personnes qui vous aiment bien. Puisqu'on parle à la radio, il y a des gens qui aiment bien sortir avec vous, aller boire un coup. Oui. Mais dès qu'il faut penser au mariage, ils ne vous voient plus. Oui. Vous n'êtes pas un potentiel parce que vous ne répondez pas à ces vrais critères de mariage. Et donc l'idée est de dire, je fais mon évaluation personnelle. Ensuite, en fonction de ce que l'autre que je veux épouser est, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut travailler sur moi-même. Et puis, il faut aussi ne pas oublier que même si je ne réussis pas à épouser cette personne, je devrais m'épanouir du fait que je me suis amélioré quand même. Oui. Donc, c'est un peu ça le but. Oui, au-delà d'un livre, c'est un guide. Parce qu'à côté, on peut effectivement s'auto-évaluer avec des questions de référence. Mais pour être plus pratique, quels sont les arguments qu'on devrait apporter lorsqu'on va entrer dans le mariage? Alors, pour entrer dans le mariage, je le dis, les gens pensent que c'est ésotérique. Pour entrer dans le mariage et réussir son mariage, il faut avoir un objectif de vie déjà. Parce que la personne que tu vas épouser vient pour te soutenir dans cet objectif de vie. Oui. Et si tu n'as pas un objectif de vie, tu te maries un peu à la... Je veux dire, dans la débrouillardise, et puis tu espères que peut-être avec la personne, on verra. Vous avez certainement entendu des gens dire, on va cheminer ensemble et on verra si on peut se marier. Oui. En fait, c'est parce qu'elles n'ont pas un bon objectif de vie, et puis elles se disent, peut-être en avançant, on va avoir un petit tuyau qui va nous permettre ensemble de pouvoir développer quelque chose. Il faut avoir ses objectifs personnels. Oui, parce que ces objectifs personnels te permettent de savoir quelle est la bonne personne qui peut entrer dans ces objectifs. Je veux dire, si je rêve aujourd'hui d'avoir 5 enfants, en me disant qu'il faut que le premier soit médecin, le deuxième soit ingénieur, il faut bien que j'épouse quelqu'un qui est capable de payer les études d'ingénieur, qui soit capable de faire des répétitions à un enfant jusqu'à un certain niveau. Et donc tout ça va définir le contexte et le cadre dans lequel je vais aller chercher la personne que je vais épouser. Et donc l'idée du livre, c'est de faire ces évaluations. Quel est mon potentiel? Qu'est-ce que je suis? Et il y a beaucoup d'exercices dans le livre pour faire ce genre de bilan. Ensuite, essayer d'imaginer la vie future et la personne, le bon mari ou bien la bonne épouse que je veux épouser, et commencer à travailler pour la rencontre de cette bonne personne. Parce que cette bonne personne, elle aussi a ses critères de choix. Et il est possible que je ne sois pas dans ces critères de choix. Et comment devenir cette personne-là? C'est pour ça que j'ai donné comme titre « Tailler le profil de son futur conjoint ». Comment se prépare la rencontre du futur conjoint. Alors là-dedans, dans le livre, il faut, avant de tailler le profil, s'assurer que les arguments physiques, on les a. Vous allez dire que vous faites du sport, vous avez une spiritualité plutôt assez constante. Il faut avoir des éléments à apporter dans le couple parce que si vous arrivez avec certains handicaps, ça devient aussi un problème pour l'autre. C'est-à-dire que vous apportez des éléments et vous pouvez en contrepartie supporter un certain nombre de lacunes, mais que ce soit dans l'ordre de l'acceptable. Oui, mais en fait on dit que c'est... On vient dans le mariage pour donner, c'est-à-dire qu'on vient pour donner à l'autre, on épouse l'autre pour lui apporter des choses, et on compte aussi sur lui pour nous combler dans ce qu'on n'a pas de bon. Et il y a un auteur qu'on appelle Stephen Covey, qui est décédé aujourd'hui, qui avait essayé de repartir la vie d'un homme en plusieurs capacités, en plusieurs dimensions. Oui. Et tu disais tout à l'heure la dimension physique qui consiste à la forme physique. Le mariage est très physique, hein. Vous savez, les rapports sexuels c'est du physique, l'entretien de la maison c'est du physique. Et puis il y a la dimension mentale, être capable de causer avec son conjoint, de discuter, de parler des sujets d'actualité. Et il y a la dimension spirituelle qui est au centre. Il faut avoir de la conversation lorsqu'on a son partenaire. Il faut bien que de temps en temps on puisse essayer de discuter, de parler. Sans que cela ne soit... Oui. Non, être capable de discuter. Parce que le mariage, c'est un endroit où on doit avoir des arguments massifs. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, il faut que l'autre soit malhonnête pour être contre ce que je dis. Et pour cela, il faut que je sois au niveau mental bien développé, que je connaisse beaucoup de choses, que j'apprenne, que je lise. Les gens ne lisent pas beaucoup. Que je lise. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le mariage, sur la vie conjugale. Il faut que j'apprenne, que je comprenne. Comme ça, dans la relation conjugale, je vais mieux développer. Et puis, il y a la dimension spirituelle. Et c'est vrai que quand on dit à la radio la dimension spirituelle, les gens voient directement l'église. La religion, oui. Oui, ils voient la religion. Non, la dimension spirituelle, c'est les valeurs, les principes, les certitudes, les croyances.
C'est tout ça qui va déterminer la relation que nous allons vivre. Chaque couple devrait avoir des principes sur lesquels il ne transige pas. C'est-à-dire que il faut que des gens qui viennent chez vous puissent savoir que les tels sont comme si. Voilà comment ça se passe quand on arrive chez eux. Et on n'a pas besoin d'écrire ces règles sur le mur. C'est notre façon de les vivre comme des valeurs qui servent de leçon aux autres, quoi. Alors, un jeune garçon qui aujourd'hui estime être prêt pour aller au mariage, d'abord, comment savoir qu'on est prêt? Le livre répond déjà à cette question. Oui, il y a même dans le livre, il y a même un test pour savoir si on est prêt qui permet de te donner un certain nombre d'éléments sur lesquels tu peux travailler. Être prêt, on peut être prêt dans beaucoup de dimensions. Il y a des jeunes, par exemple, qui sont prêts au niveau matériel, mais qui, au niveau social, ne sont pas encore vraiment prêts pour le mariage, quoi. Donc, si on a un bon travail, il faut encore d'autres éléments. Oui, parce que l'argent ne suffit pas pour gérer une vie conjugale. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent divorcent aussi. Oui. Donc, ça ne suffit pas. Il faut aussi être un bon ami. Il faut être capable de comprendre, d'être indulgent, d'être patient. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut développer pour avoir un bon mariage. Quand nous disons comme ça, les gens disent qu'il faut compliquer les choses. Mais le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui nous oblige à revenir vers l'orthodoxie et dire on a assez fait la débrouillardise. Aujourd'hui, vraiment, il faut faire quelque chose de sérieux. Donc peut-être il faut éduquer de façon formelle les gens au mariage. Les amener à prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'une petite affaire, mais quelque chose de plus compliqué, parce que sur un mariage raté, il y a beaucoup de conséquences quand même. Oui, mais il y a beaucoup de cœurs brisés dehors, il y a beaucoup on dit quoi, des blessés de guerre, comme on dit d'habitude, à cause du fait qu'on a pris le mariage comme un petit jeu. On a vu quelqu'un, le cœur bat pour l'autre, et puis on s'est dit, comme nos cœurs battent, on peut se marier. Et je réitère ici, je l'ai dit la dernière fois à la dernière émission, que le mariage n'est pas la consécration d'une relation amoureuse. Oui. On peut être de très bons amoureux et échouer notre mariage. L'amour ne suffit pas pour bâtir un mariage. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'autres paramètres. On peut être très amoureux, mais être incapable de vivre ensemble, être incapable d'accepter les faiblesses de l'autre, d'être patient par rapport à ses incapacités. Il y a aussi un piège à éviter, et d'ailleurs le livre le mentionne, être pressé. Se sentir dans l'urgence de se marier immédiatement. Oui, c'est pour ça qu'on a fait tout un chapitre sur en attendant le mariage. Parce qu'on peut être prêt pour le mariage et le mariage n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on s'engage dans une relation amoureuse? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Et le livre répond très bien sur ce que la personne qui est prête pour le mariage doit commencer à faire en attendant la rencontre de la personne qu'elle a préparée. Et puis il faut dire que quand quelqu'un est bien préparé, il va éloigner, j'appelle ça dans le livre les embrouillés du mariage. C'est-à-dire des personnes qui veulent se marier mais ne savent même pas ce qu'il faut. Elles vont te dire tu as 3 mois pour te décider, tu ne te décides pas, j'épouse quelqu'un d'autre. Et pour moi, quelqu'un qui peut te dire que si tu ne te décides pas après telle période, j'épouse quelqu'un d'autre, n'est pas sérieux, c'est pas une personne sérieuse. Parce que si tu es sa bonne personne, elle devrait payer le prix pour t'avoir. Elle ne devrait pas être légère en disant si tu déranges un peu, je prends quelqu'un d'autre. Pas de rapport sexuel avant le mariage? Oui. Ça, c'est un peu difficile lorsque... c'est pas impossible, mais c'est un peu difficile au regard du temps qui court. Mais il faut dire la vérité aux jeunes. Le sexe est bon. D'accord, le sexe est bon. Je ne suis pas de ces religieux qui disent que le sexe n'est pas bon. Le sexe est très agréable d'ailleurs. Mais comme toutes les choses agréables et chères, le sexe est réglementé. Il y a un cadre dans lequel le sexe s'épanouit de manière plus avantageuse. On ne peut pas bénéficier des avantages du mariage sans être marié. Ça s'appelle le concubinage. Moi, je ne conseille pas les gens de vivre le concubinage dans le mariage. Et nous savons bien que le chemin du concubinage est un chemin très long. Il est même plus long que le chemin des fiançailles. Il y a beaucoup de concubins aujourd'hui qui ont des enfants à l'université. Parfois, des enfants sont déjà mariés, alors qu'eux vivent encore le concubinage. À l'intérieur, comment aborder l'autre? Qu'est-ce qu'il faut dire à la personne? Autant d'éléments. On voit bien que c'est plusieurs étapes, tout un processus à suivre. Est-ce à dire que finalement, il ne faut pas brûler les étapes? Oui, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a même un chapitre où on parle de comment on demande la main d'une fille et comment une fille répond à la demande en mariage. Pourquoi on parle de ça? On va nous dire, vous devenez très formel, parce que nous pensons que le mariage est quelque chose de sérieux. Et que quand quelqu'un a rencontré la fille, par exemple, la fille qu'il pense être la bonne personne qu'il doit épouser, il devrait s'investir. Moi, je pense même qu'il devrait même faire un casting à la maison, devant un miroir, se poser les questions et se dire, quand je vais la rencontrer, qu'est-ce que je vais lui dire? Et si elle dit ceci, comment je réagis? Ça a l'air très bête, mais beaucoup de filles se souviennent de la manière dont on leur a demandé la main. Beaucoup se souviennent. Et elles racontent ça à leurs enfants après. Ton papa, quand il m'a rencontré, voilà ce qu'il avait fait. Et c'est bien que cette histoire qui va rester dans les mémoires
de mère en fille, soit une belle histoire d'amour. C'est pour ça que je veux dire comment il faut se préparer, ce qu'il faut avoir. On va me dire comment la fille répond à la demande en mariage. Quelles sont les étapes parce qu'il y a une différence entre accepter une demande en mariage et accepter le mariage. Et beaucoup de jeunes se trompent là-dessus et considèrent que si la fille m'a dit je vais réfléchir, ça veut dire qu'elle est déjà la mienne, je peux déjà commencer à me comporter comme si j'étais marié. Oui. Alors c'est vraiment des étapes à suivre. On peut demander un mariage sans des affaires de copinage alors? Oui, parce que la demande en mariage, c'est quelque chose de... On va demander quelqu'un en mariage parce qu'il correspond à ce qu'on veut. Et non parce que le cœur bat. Parce que le cœur qui bat peut même être un mauvais... Ça peut être un piège qui t'éloigne de la bonne personne qu'il te faut. Oui. Mais, je vais le dire ici de manière très claire, il n'est pas bon de se marier alors que le cœur ne bat pas. Je veux dire, je vais rencontrer une fille qui correspond exactement, point par point, à mes critères de choix. Mais pendant le cheminement des fiançailles, je vais l'observer, je vais commencer à trouver en elle les choses qui font battre mon cœur. Et on doit entrer dans le mariage avec un cœur qui bat, non un cœur fermé. Le mariage, ce n'est pas une relation commerciale ou une relation d'entreprise, c'est une relation où le cœur doit intervenir, l'intelligence intervient et la volonté aussi intervient. Alors, les fiançailles, ça commence à partir du moment où il y a un oui formel. De la fille, oui. De la fille. Alors, pendant cette période, les fiançailles, généralement, on a entendu dire que les fiançailles, c'était pour être sûr que la femme est une vraie femme. Non, non, pas du tout. Déjà, commençons par dire que le toqué-porte n'est que la matérialisation publique d'un accord qui est déjà fait entre le garçon et la fille. Et c'est pour ça que nous disons dans le livre que les fiançailles commencent quand la fille dit oui. Et c'est parce qu'elle a dit oui qu'elle peut t'amener chez ses parents. Toute la cérémonie, là, c'est pour dire aux autres, ils se sont déjà dit oui. Et les fiançailles en français, c'est la période qui sépare le oui du mariage. Et donc, c'est la période pendant laquelle on va parler de nos projets, essayer de commencer à élaborer des choses, commencer à concevoir le futur mariage. Les fiançailles, c'est pas pour bâtir. On bâtit rien pendant les fiançailles, on conçoit, on fait le plan, et on sait qu'une fois qu'on sera marié, voilà ce qu'on va vivre, et ainsi de suite. Mais, et c'est bien la question que tu as posée, on peut rompre les fiançailles. On peut se rendre compte qu'on s'est trompé en conduisant les fiançailles. Un garçon peut bien savoir quelles sont les valeurs de la fille et s'engouffrer dedans sans y croire. Et pendant les fiançailles, elle découvre parce qu'elle obtient une révélation qui lui montre que cette personne que tu veux prendre comme époux ne correspond pas vraiment à la personne qu'il te faut. Et ça, c'est vrai aussi pour les hommes aussi, hein, qui, pendant ce cheminement, peuvent se rendre compte que cette fille, elle n'est pas la bonne fille. Alors, comment tailler le profil du futur conjoint? Je crois qu'on va plus s'appesantir ce livre. Il y aura certainement 3 séances. Le sujet est vaste. On aura 3 émissions à réaliser progressivement avec les différents livres. Beaucoup de personnes se marient pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire désormais, on a peut-être une trentaine d'années ou plus. On est responsable dans une entreprise, on a un bon salaire, on se dit ok d'accord, là maintenant il faut se marier. Et lorsque on est en face de soi, parce que ici il ne s'agit pas seulement de tailler un profil de la personne qui arrive, mais également d'être la meilleure version de vous-même en développant un certain nombre d'attitudes. La fille arrive et dit ok, il a une bonne position sociale, on peut s'y faire. Non, la fille vient à lui parce qu'il correspond à son projet de vie à elle. Parce qu'elle a pensé à sa vie et elle a vu dans ce garçon la personne qui peut l'aider à concrétiser ce projet de vie-là. Et elle entre dans la vie du garçon aussi pour qu'ensemble, ce projet de vie puisse s'aboutir. C'est pour ça que je dis toujours que les deux doivent avoir des visions. Et les visions doivent être connexes, proches, pour qu'ensemble ils puissent bâtir quelque chose. Mais il y a quelque chose qu'il faut dire aux jeunes, parce que j'ai entendu parfois dire on ne se marie pas par intérêt. Tous les mariages, c'est par intérêt. C'est forcément pas intérêt. Maintenant, ça dépend de l'intérêt. Voilà, les gens pensent que l'intérêt est forcément pécunier, que c'est de l'argent. L'intérêt peut être que je vais réaliser mon projet. Et donc, du coup, celle-ci m'intéresse. Déjà, on dit m'intéresse par rapport à un projet que je vais réaliser. Je ne la prends pas juste parce que c'est une bombe, c'est pas sexuel, des trucs comme ça. Je la prends parce que je vois l'avenir et je vois voici la bonne mère de mes futurs enfants, voici la bonne collaboratrice, voici la bonne assistante, voici le bon soutien dont j'ai besoin pour réaliser un certain nombre de choses. Donc, si on ne parle pas de ce fait-là, on peut faire un mariage qui ressemble plus à compléter
quelque chose qui nous manque. C'est-à-dire, il y a des garçons qui vont te dire, j'ai déjà tout, il me manque juste une femme pour venir occuper la place à la maison. Oh, c'est pas cette vision du mariage que nous avons. Nous avons une vision du mariage où chaque conjoint a sa place et chaque conjoint intervient dans le processus de la vie conjugale. Est-ce qu'on peut dire également qu'il n'est jamais trop tard? Lorsque l'âge avance, on commence à s'inquiéter un peu. Est-ce qu'on peut, après avoir évalué un certain nombre de paramètres, peut-être avoir établi le profil, qu'on ne rencontre pas effectivement celui qui épouse nos données? C'est-à-dire que nos exigences, est-ce que cela ne veut pas dire qu'on a mis la barre un peu trop haute? Je pense également qu'à l'intérieur du livre, oui. On répond à la question. Oui, parce que quand j'ai déjà l'idée de la personne que je vais épouser et que je travaille sur moi-même, le travail que je mène sur moi-même va forcément m'amener à être du milieu de la personne que je vais épouser. Donc à fréquenter le même genre de milieu. Et donc du coup, je ne vais pas entrer dans ce milieu pour tricher parce que je veux me marier, mais je vais entrer dans ce milieu parce que je suis à la hauteur de ce milieu. L'exemple que je donne souvent, c'est vous allez dans un restaurant où il y a un plat traditionnel, où des connaisseurs de ce plat traditionnel consomment souvent cela. C'est un club. Oui. Et puis vous vous habillez dans la tenue traditionnelle, vous essayez de faire comme eux. Je vous assure, dans les 5 minutes qui suivent, les vrais membres du club vont reconnaître qu'il y a un étranger dans la salle. Peut-être parce que vous avez mal tenu la fourchette, peut-être parce que vous avez mal coupé le couscous. On dit ça, c'est pas un gars de chez nous, ça c'est un véritable étranger. Maintenant, au sujet de l'âge, il n'y a pas un âge pour se marier. Ça, il faut commencer par là. Et ça ne devrait pas être un critère pour se marier. C'est-à-dire, il ne faut pas se marier parce qu'on a peur de l'âge qu'on a aujourd'hui. On doit pouvoir se marier parce qu'on est mature et non parce qu'on a peur de son âge. Pour les jeunes filles, parfois, plus l'âge avance, plus les chances sont moindres ou s'amenuisent. Il y a des filles qui vont se marier très tard parce que elles ont développé un genre de compétences, de capacités. Mais il y a d'autres aussi qui vont se marier très tôt. Le fait de se marier tard ou de se marier tôt ne devrait pas faire peur aux gens. Je sais qu'il y en a qui disent à un âge on ne peut plus accoucher, à un âge on ne peut plus faire telle ou telle chose. Mais il faut regarder autour de vous, vous allez voir des filles qui sont mariées tard et qui sont très heureuses dans leur mariage aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir pour globalement, pour donner un petit aperçu de ce que les auditeurs, futurs lecteurs, potentiels lecteurs vont aller trouver dans le livre? Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on est à la quête de l'âme sœur? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas être une rencontre hasardeuse dans un cabaret ou dans un bistrot, mais ça va être quelque chose qu'on a préparé. Et l'idée du livre, c'est d'aider les gens à se préparer à cette rencontre-là, la rencontre de cette âme sœur-là. Et ce travail-là, dans le livre, on le décrit très bien, les différentes étapes sur lesquelles on va travailler. Et ce que j'aime dans le livre aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont acquis le livre parce qu'ils étaient pressés par rapport au mariage. Et qui, quand ils ont commencé à travailler, 2e, 3e chapitre, ils ont oublié le projet de mariage. Ils ont commencé à penser que je n'étais pas encore à la hauteur, j'ai beaucoup de choses dans ma vie que je dois développer et tout ça. Et le mariage, parfois, les a surpris. Le mariage, la rencontre de cette personne-là les surprend parfois parce qu'ils n'y pensent vraiment plus. Ils pensent beaucoup plus à être à la hauteur du mariage qu'à épouser quelqu'un. Et cette rencontre-là, quand ça arrive, ça tombe très bien parce qu'il a déjà acquis quelques capacités. Alors, avant de nous donner peut-être un numéro de téléphone à travers lequel on pourra avoir le livre, il faut dire que c'est pas une mince affaire. Des conseils, il faut chercher, la connaissance aussi. Au regard des différentes publications, vos livres, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de lectures de votre part. Vous avez beaucoup d'auteurs, de références. Et heureusement, vous, en tant qu'auteur et peut-être aussi conseiller conjugal, vous avez régulièrement des rencontres avec des célibataires, des potentiels chercheurs. Bon, il faut dire, je vais d'abord commencer par le début. Je voulais dire que l'honnêteté intellectuelle exige que quand on déclare ce que quelqu'un a dit avant nous, on rappelle que c'est lui qui l'a dit. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui écrivent comme s'ils avaient inventé tout. Moi, je n'ai pas peur de dire c'est elle qui l'a dit le premier et j'ai vérifié, ça marche. Et donc c'est pour ça que je cite les auteurs. Mais c'est pas un livre avec la rigueur scientifique ou la rigueur des écrivains avec numéro de page où il le dit. Mais je rappelle quand même que c'est dit par tel dans tel livre. Maintenant, pour les célibataires, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais demain j'ai une rencontre avec eux. Et le thème de la rencontre va te surprendre. C'est déconstruire les idées préconçues sur le mariage et le célibat. Parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues dans ce domaine-là
qui empêche les jeunes de se marier aujourd'hui. Vous rencontrez les célibataires là demain à Yaoundé? Demain à 8h, nous commençons la rencontre à 8h face à l'école Fustel de Coulanges à Olézoa, à côté de l'ambassade de France. Dès que vous arrivez, vous allez voir notre grande banderole. Parce que c'est cette banderole qui intrigue beaucoup de gens quand ils lisent déconstruire les idées préconçues sur le mariage et sur le célibat. S'il faut fabriquer les familles, il faut les construire aussi. Peut-être un numéro de téléphone à partir duquel on peut vous joindre. Oui, mon numéro personnel, c'est le 699 78 63 08. Pour ceux qui nous regardent sur Facebook, je voulais rappeler qu'il faut ajouter le 237 699 78 63 08. Ce n'est pas votre dernier livre, il y a d'autres. On va certainement s'entretenir la prochaine fois ou d'autres prochaines fois, notamment sur les secrets de la communication conjugale, bâtir le système, parce que toute cette semaine, j'étais à votre école. Je vous ai lu avec beaucoup d'attention. Il y a aussi 21 jours pour son conjoint. L'avantage, c'est que le livre est écrit en français bien, simple. Les choses sont expliquées un peu comme un cours magistral. Cela peut aider plus d'un. Oui, mais il faut rappeler, pour ceux qui vont peut-être m'appeler et pour les autres auditeurs, que je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur. Donc j'écris comme mon cœur me dit. Oui. Donc ça n'a pas été écrit par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas remis le livre à un écrivain pour qu'il m'écrive le livre. Parce que l'intention que j'avais, c'est que quand quelqu'un me lit, il a l'impression de m'avoir en face de lui. Pas d'avoir une œuvre littéraire où on corrige le style, tout ça. Et beaucoup de littéraires qui sont formés à la littérature vont trouver, mais le style, si on n'arrive pas à l'identifier... Vous écrivez avec votre cœur? Oui, j'écris avec mon cœur. Et ceux qui me lisent... Je vais vous dire, vous raconter une anecdote. Quand j'écris sur la communication conjugale et secret, je remets le livre à une dizaine de personnes à lire. Aucune personne n'a corrigé. Donc c'est plein de fautes. Pourquoi ils n'ont pas corrigé? Parce que dès qu'ils mettent la tête dedans, ils se perdent. Ils oublient qu'ils sont là pour corriger. Ils se mettent à lire. Et certains me disent, j'ai l'impression de te voir en face de moi. Et donc je suis en train de suivre un cours. Et donc plonger dedans, ils oublient de faire la correction. En espérant vous revoir très vite, Roger Fondi. Merci d'être passé à la radio. Merci d'avoir échangé avec nous sur votre livre « Comment tailler le profil du futur conjoint ». C'est moi qui vous remercie. Ça a été un privilège d'être ici. Le studio est beau. Le système se passe plutôt très bien. Je vais dans beaucoup de radios. Et donc je ne peux pas ne pas faire cette illusion-là. Je remercie vraiment la hiérarchie de cette radio pour tout ce qui est fait, quoi. Merci.